Bonjour. Je vais avoir besoin de l'aide de ceux d'entre vous qui s'intéressent aux vieux grimoires, notamment pour examiner avec vous les comptes de la communauté de Sainte-Camelle pour l'année 1715. 1715, le début du XVIIIe siècle. Nous sommes dans la généralité de Toulouse, la ville rose que l'on voit ici, le jour de la fête Dieu en 1700. Et plus particulièrement, nous sommes dans le diocèse de Mirepoix. Mirepoix, qui à l'époque ressemblait à peu près à ça, sous réserve peut-être ici de la croix du caducée des pharmaciens et de quelques néons, et là-bas d'une petite voiture que l'on repère. Pourquoi sommes-nous à Mirepoix? Eh bien parce que entre Toulouse et Mirepoix, il y a deux petites communautés villageoises qui sont respectivement Sainte-Camelle, que l'on voit ici. On va voir une photo de Sainte-Camelle prise au début du XXe siècle, en 1900, et qui montre que Sainte-Camelle est vraiment un tout petit hameau, mais c'est déjà une communauté villageoise, ce qu'on appelle une commune, avec son église, son clocher. Les habitants de la communauté en fait sont répartis dans les campagnes, dans des métairies, et puis il y a quelques maisons nobles comme celle que l'on voit ici. À côté de Sainte-Camelle se trouve Salles-sur-l'Hers, un autre village situé à 7-8 km, un village plus important qui deviendra plus tard chef-lieu de canton. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, c'est au niveau des villages que l'on exerçait la première perception des impôts d'Ancien Régime, et les édiles, des consuls en l'espèce, qui étaient chargés de ramasser ces fonds, présentaient des comptes à la fin de chaque année, et ces comptes étaient des comptes qui étaient contrôlés. La technique de contrôle consistait à faire appel dans ces villages à des notables, des gens instruits, des villages alentours. Et les habitants de Sainte-Camelle, semble-t-il, faisaient appel aux habitants de Salles-sur-l'Hers pour examiner leurs comptes. Je dis ça parce que dans la communauté de Salles-sur-l'Hers se trouve notre vieille maison de famille, qui est une ancienne métairie. On voit ici le reste du corps de ferme, avec à côté la maison que mes ancêtres ont fait construire en 1860. Une photo qui est ici prise en 1900 à peu près. Et dans cette maison, des tas de choses se sont accumulées. Et il y a une vingtaine d'années, avec mon père, en fouillant les vieux papiers, on est tombé sur des papiers qui n'avaient absolument rien à voir avec nos papiers de famille. C'était sur une feuille pliée en 4, un compte de perception des impôts d'Ancien Régime, effectué compte présenté par les consuls du village de Sainte-Camelle, et compte qui semble avoir été examiné par le voisin de notre maison de famille, qui s'appelait Monsieur Bataillé. Monsieur Bataillé semble avoir été l'une des personnes à qui on a confié la charge d'examiner les comptes de perception des impôts de la communauté de Sainte-Camelle. Alors quand mon père a trouvé ces papiers-là, comme moi-même je travaillais dans une cour des comptes, il m'a dit ça, c'est le genre de choses qui va t'intéresser. Alors j'ai effectivement jeté un coup d'œil sur les papiers et je me suis rendu compte que ça présentait de l'intérêt. Donc
je les ai emmenés avec moi, puis j'ai jeté un rapide coup d'œil dessus, et je me suis dit, tiens, je regarderai ça de manière plus approfondie un jour où j'aurai le temps. Et le temps, je viens de le trouver, et en examinant les papiers, leurs papiers que je vais essayer de vous montrer rapidement dans leurs détails. Donc la première page, puisque est recouverte des sceaux de la généralité de Toulouse, et on voit qu'il s'agit d'un compte de recettes et de dépenses, avec ici des recettes, et là des dépenses. Alors je dis des recettes, en fait il y a une seule recette, un seul article de recette, et des dépenses avec un S là à la fin, par contre un C, parce que c'est écrit à l'ancienne manière, de la même façon que recette est écrit recept, comme receptus, ce qui est reçu, qui sont des formulations en vieux français. Alors vous voyez que ces comptes sont établis sur un papier qui a l'air assez solide et une bonne encre, puisque tout ça a traversé le 18e, 19e et 20e siècle. Ces documents ont exactement 300 ans. Et alors, en les examinant, je me suis rendu compte que ces documents que je continue à vous montrer, là c'est la deuxième page, où on voit les uns après les autres les articles de dépenses. Vous voyez, ici plus pour dépenses, la somme de 12 livres qu'ils ont payé à monsieur Robinel pour le droit du pré-fourché à pair de la quittance du 23 septembre, donc septembre 1715, remise sous numéro 4, et récapitulatif 12 livres. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a particulièrement amusé, c'est de voir la technique de contrôle, qui est celle qui semble avoir été encore en usage à la Cour des comptes française il y a une cinquantaine d'années. Les contrôleurs du compte l'examinent et ensuite notent en marge, sous forme d'apostille, leurs conclusions. Et là, il y a écrit « Alou, vu, la quittance, 12 livres ». De la même façon, après, il y a écrit « Plus bail en dépenses, la somme de je ne sais plus combien, 6 livres, pour avoir été avec un député de la communauté à Mirepix, c'est Mirepoix, pour y procéder aux taxes de la capitation. La capitation, c'est un impôt par tête. Alors là, j'ai du mal à relire, mais vous verrez tout à l'heure que j'arrive à mieux lire, parce que je me suis livré à un exercice qui consiste à reproduire tous ces papiers, taper à la machine. Donc, on voit ici, taper à la machine, voilà, le compte de recettes et de dépenses. Donc, je l'ai tapé exactement à l'identique, hein, que met et baille devant nous, les auditeurs Jean Cosinus et Jean Armingaud, consul de Sainte-Camelle, l'année 1715, qui nous plaira examiner et arrester. Récept, pour récept, les comptables de la somme, un seul M, de 1500 livres, 19 sols contenus dans le rôle de département si remis. Alors, ça c'est déjà plus facile à lire, mais pour faciliter encore les choses, voilà, j'ai pris le même, mais on va y arriver. Voilà, ici le compte de recettes et dépenses. Là, je l'ai tapé vraiment de manière plus moderne, que nous ont remis et présenté à nous, messieurs les auditeurs, les consuls de Sainte-Camelle, Jean Cosinus et Jean Armingaud, en l'année 1715, afin que nous puissions les examiner et arrêter. Recettes. Pour recettes, les documents comptables présentent la somme de 1500 livres 19 sols, figurant en rôle de répartition, ci-après remis sous la référence numéro 1. Et là, 1500 livres 19 sols, qui est la récapitulation de ce qui est indiqué.
Les auditeurs qui ont regardé ça ont dit, vu les livres, nous avons imputé en recette la somme de 1501,8 sols et 6 deniers. Vous voyez qu'il y a une petite différence, mais pas très forte, hein, puisque une livre, c'est 20 sols, donc 1501 livres, c'est en fait, s'il y avait un sol de plus, ça ferait 1501 livres. Donc la différence est de 1 sol ici, plus les 8 sols qui sont là, ça fait 9 sols et 6 deniers. Donc 9 sols, 6 deniers, c'est pas grand chose, je dirais. Après, le conte présente l'usage qui a été fait de cette recette. Ça, c'est la recette brute en quelque sorte. Et la recette se ventile en différents éléments qui sont considérés comme autant de dépenses. Hein, avec l'ensemble de la recette, on avait en fait ce que je pense être les recettes de taille qui ont été versées au receveur du diocèse de Mirepoix, M. Rabinal, hein, prend pour dépense, selon les documents comptables, la somme de 1383 livres, 18 sols, 9 deniers, qu'ils ont payé à M. Rabinel, receveur des tailles, donc ça serait la taille, au diocèse de Mirepoix, ainsi qu'il résulte de sa quittance du 18 avril 1716, remise sous référence numéro 2. 1383, 18 sols, 9 deniers. Les contrôleurs ont regardé et disent, vu la quittance, nous alluons 1383, 18 sols, 9 deniers, la même somme. Autre dépense, plus pour dépense, la somme de 20 livres, 8 deniers qu'ils ont payé à toujours Rabinel pour les droits de reculement. Alors là, je commence à avoir des doutes. Je comprends que les droits de reculement, c'est lié au début de l'urbanisation, quand dans les villages, on taillait une route, et bien on demandait à certaines personnes de reculer un petit peu leur maison, et ça donnait lieu, je pense, à des indemnisations, et aussi, vraisemblablement, sur l'indemnisation de reculement, peut-être un droit, une taxe à ce moment-là qui était soustraite et reversée à la communauté, plus la communauté nationale. Je dis ça parce que la somme est très faible, 20 livres, 0 sol et 8 deniers, que visiblement les auditeurs ont accepté, mais d'une manière assez bizarre. Il y a écrit « vu la demande », et alors moi je lis « et le cartel d'Anis ». Je ne comprends pas ce que c'est que le cartel d'Anis. Un cartel, je comprends que c'est une espèce de petit papier, comme une note, mais d'Anis, j'ai du mal. Y attaché, et alors nous allouons la même somme. Ils acceptent la somme, les auditeurs. Et puis on continue, autre poste de dépenses. Il y a comme ça à peu près une dizaine d'articles de dépenses. Plus pour dépenses, la somme de 12 livres qu'ils ont payé à M. Rabinel pour le droit du pied fourché. Alors le pied fourché, c'est une taxe qui est perçue sur les animaux dont l'ongle est coupé. Alors ça exclut donc les animaux dont l'ongle n'est pas coupé, c'est-à-dire le cheval, l'âne, et les animaux dont l'ongle est coupé, c'est essentiellement les bovins, les ovins, les porcins. Je suppose que ça exclut aussi tout ce qui est gallinacé, palmipède. Et là aussi, c'est ainsi qu'il résulte de la quittance du 23 septembre 1715, remise sous référence numéro 4. Plus, alors encore une dépense, 6 livres, et là c'est pour avoir été avec un député, c'est-à-dire un envoyé de la communauté de Mirepoix, de la communauté de Sainte-Camelle, envoyé à Mirepoix pour y procéder aux taxes de la capitation. Taxes de la capitation, à l'inverse de la taille qui est l'impôt principal, la taxe de capitation est perçue par tête sur certaines personnes. C'est la taxe imposée par messieurs les commissaires suite à la lettre d'un certain monsieur Vidalaire. Le tout nous est remis sous la référence numéro 5. Plus pour dépenses, la somme de 4 livres 10 sols qu'ils ont payé à Antoine Manquier pour ses gages de greffier, ainsi qu'il résulte de la quittance du 3 août 1715 remise sous référence numéro 6. Alors je ne sais pas trop quel a été le rôle du greffier. Est-ce que c'est le greffier qui a écrit tout ça? Je ne pense pas. J'ai l'impression que les apostilles ont été apportées par les auditeurs et que le compte lui-même a été établi par
les personnes qui rendent les comptes. Donc quel a été le rôle du greffier? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça valait 4 livres et 10 sols, et ça vient en déduction de la recette brute, en quelque sorte. Et ça réduit la recette nette d'autant. Plus pour dépenses. Alors là, encore une interrogation, et j'espère que parmi vous, il y a des gens qui sauront m'aider à trouver la réponse. La somme de 71 livres 4 sols pour le droit d'écriture. J'ai écrit droit d'écriture avec un point d'interrogation, à raison de 12 deniers par livre. Alors, on va essayer de revenir au document lui-même pour que vous regardiez avec moi comment se présente cette information. C'est ici en page 2, en bas de page. Voilà. Ce droit d'écriture plus pour dépenses 4 livres 4 sols, non, 71 livres 4 sols, voilà, 71 livres 4 sols qui sont récapitulés ici, 71 livres et 4 sols pour le droit. Alors je reprends le droit, je crois que là il n'y a pas de contestation possible, et puis voilà le mot qui me pose problème. Il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Je ne sais pas ce qu'est venu faire ce document là qui me gêne, avec un S. Et d'exacteur. Alors EU, en général, ça correspond à un U. Et là, d'exa, souvent les mots sont écrits comme ils sont prononcés, ce qui fait que l'élision donne lieu à un mot écrit en une seule pièce. C'est vraisemblablement un D apostrophe. Et à ce moment-là, on aurait D, E, S, C. Et le A, c'est peut-être bien une espèce de quelque chose comme ça. Et alors, si EU, ça fait U, ça fait l'écriture. Et ça, c'est peut-être bien un R, et ici un I. Le droit d'écriture. Je n'en suis pas sûr, mais bon. Alors, de la même façon, après avoir repris mes comptes sous forme d'un texte, je les ai aussi repris sous forme d'un tableau pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, quand on lit le compte lui-même, on a ici les éléments qui le composent. Et quand on lit les apostilles, on a les éléments qui la composent. Alors, on a vu qu'il y avait une petite différence entre les recettes telles qu'elles paraissent dans le compte, 1519 sols, 0 deniers, et ce que les auditeurs ont retenu, 1501, 8 sols, 6 deniers. Alors pour rappel, une livre égale 20 sols, et un sol ou un sou égale 12 deniers. Là c'est pareil, sol, sou, j'avais toujours cru que le sou était le singulier de sol, mais j'en suis pas sûr. Il semblerait en fait qu'on écrive sol, que l'on prononce sou. C'est le genre de choses qui peut arriver avec la langue française. Alors les différents éléments de la dépense sont similaires, hein. Les auditeurs ont accepté les dépenses telles que présentées. Et puis les auditeurs ont retenu un solde, qui est en fait un solde négatif, c'est-à-dire que les auditeurs, les comptables ont dépensé plus que la recette. Ça veut dire qu'ils ont reversé plus que la recette. Donc, ils sont créanciers d'une somme. Alors, les auditeurs concluent sur une créance de 6 livres, 10 sols, 11 deniers. Moi-même, pour arriver et vérifier tout ça, je suis passé par les deniers. C'est-à-dire que tous les montants, je les ai mis en deniers. Donc, les livres multipliés par 20 pour avoir des sols, cumulés avec les sols, multiplié par 12 pour avoir des deniers.
Donc on voit qu'il y a 360 342 deniers retenus par les auditeurs en recettes et 361 913 deniers reçus par les auditeurs en dépenses, ce qui laisse un solde de 1571 deniers créances en faveur des comptables. De ces deniers, on repasse à des livres sols et deniers à travers des petits calculs qui sont ici mais que j'ai cachés et qui consistent à diviser en fait ce montant par 20 pour avoir les livres. Le reste, à ce moment-là, on le ramène au prorata et on le divise par 12 pour avoir des deniers et on ajoute des sols, et ce qui reste ensuite au prorata, on le remet et ça donne des deniers. Et c'est comme ça, on retombe sur les mêmes chiffres que ceux que les auditeurs avaient retrouvés. Alors j'ai encore quelques questions sur ces comptes dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Je vais revenir sur la version, je dirais, la version la plus lisible, pour vous signaler parmi les dépenses une dépense amusante, c'est-à-dire que les personnes qui rendent les comptes ont prévu une dernière dépense qui est plus pour leur temps passé. Alors il y a écrit pour leur absence, mais je comprends que ça veut dire ils ont dû s'absenter de leur... et donc le temps qu'ils ont consacré à faire l'audit, on donne 3 livres à nous ou vous, je ne sais pas. Je vous remontrerai le texte manuscrit. Messieurs les auditeurs. Donc la rémunération des auditeurs dans le cas d'espèce, 3 livres que les auditeurs acceptent et allouent 3 livres. Puis à la fin, les auditeurs rédigent leurs conclusions. Alors on va les lire en clair et puis je vous les remontrerai en écriture manuscrite. Et vous verrez que ces conclusions, comme d'autres endroits du texte, montrent des petites choses amusantes. Alors nous, Joseph de Durand, seigneur de Zebel, et Pierre de Bataillé, auditeur des comptes de la communauté de Sainte-Camelle. Alors je signale que c'est, semble-t-il, chez monsieur de Bataillé que mon arrière-grand-père ou mon grand-père, je ne sais pas, avait trouvé ce compte. C'était la ferme voisine de notre métairie famille. Donc nous, Joseph de Durand, seigneur de Zebel et Pierre de Bataillé, auditeur des comptes. En 1715, on utilisait cette terminologie, auditeur des comptes. Ça tient au fait que depuis déjà plusieurs centaines d'années que ce genre de fonction existait. Ce travail était un travail qui était essentiellement fait à l'oreille, c'est-à-dire que les contrôleurs venaient voir les responsables des deniers et leur demandaient d'exposer verbalement leur gestion, et eux écoutaient et acceptaient. Ce qui fait penser que le greffier est peut-être là comme témoin et qu'il a enregistré ce que disaient les uns et ce qu'acceptaient les autres. Et en tout cas, donc, ils écoutaient la manière dont les comptes étaient rendus, et c'est pour ça qu'on les appelle des auditeurs. Il ne faut pas croire que le mot auditeur est un mot d'origine anglo-saxonne qui viendrait comme ça du Royaume-Uni. Non, au Royaume-Uni, ils ont repris le vieux terme normand, les Normands ayant une déformation du mot auditeur qui était auditour. Voilà. Et c'est devenu auditor chez les Anglais. Et l'activité des auditeurs, c'est l'audit. Un peu comme on dirait l'audition. D'ailleurs, chez nous, on dit que tout ça se passe en salle d'audience. Alors, auditeur des comptes de la communauté de Sainte-Camelle, nous avons été choisis et nommés par la dite communauté. Et après avoir examiné le présent compte, nous avons trouvé que la recette se monte en un seul article à la somme de 1501 livres, 8 sols, 6 deniers, et que la dépense que nous avons allouée, acceptée, qui se compose de 9 articles, se monte à la somme de 1507 livres, 19 sols, 5 deniers. De sorte que la dépense excède la recette de la somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers.
ce que j'ai vérifié sur mon tableur et qui donne le même montant. Somme pour laquelle nous avons déclaré les comptes rendants, donc les gens qui rendent les comptes, à savoir Jean Armingaud et Jean Cosinus. Nous les avons déclarés créanciers de la communauté. Ça veut dire que la communauté leur doit à eux la dite somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers. Le tout, sauf erreur de calcul, tout ça a été fait en double. L'un a été remis au greffe de la communauté avec les pièces justificatives et l'autre, clos et arrêté, l'autre, c'est-à-dire le compte, a été clos et arrêté le 9 juin 1716, signé de bataillé auditeur et Zebel I.A., vraisemblablement un titre. Je ne sais pas si c'est un titre nobiliaire ou autre, puisqu'il se déclarait seigneur ou sieur de Zebel, auditeur. Alors, on va essayer de revenir sur l'élément écrit qui correspond à tout ça. Élément écrit que l'on retrouve sur cette page. Donc, pour le fun, la somme de 3 livres pour nous ou vous, messieurs les auditeurs. À première vue, il y a écrit nous, messieurs les auditeurs. 3 livres, qui sont plus pour... Ah, j'ai écrit absence, mais en fait c'est écrit dépenses. Vous voyez, je découvre, à force de lire, ici il y a écrit dépenses. Il y a écrit un D et il y a écrit pense. Pense. Donc le pli, sous le pli, il doit y avoir un E. Il faudra que je regarde ça. Voilà. Alors, on retrouve donc la formulation de tout à l'heure. Nous, Joseph de Durand, SR, seigneur ou sieur de Zebel, et Pierre de Bataillé, auditeur de compte de la communauté de Sainte-Camelle, prince et nommés par la dite communauté, après avoir examiné le présent ANT, compte, on ou avons, ça peut être très contracté, troubé c'est le B comme les Espagnols qui disent travailler, ou le célèbre vache espagnole pour basque espagnol, c'est la confusion entre le B et le V. Nous avons donc trouvé que la receptus, monte en un seul article. Alors, article avec on voit ici là, article, voilà, QU. La somme, écrit comme ça, de 1500, alors 100 écrit comme ça, 1 livre, 8 sols, 6 deniers, et la dépense que nous avons allouée en 9, apparemment c'est écrit comme ça, article, là de nouveau avec, c'est écrit article, monte la somme de 1507 livres, 19 sols, 5 deniers, de sorte que la dépense excède la recette de la somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers, pour laquelle somme nous avons déclaré Jean Armingaud et Jean Cosinus, compte rendant, alors compte c'est écrit comme ça, et rendant comme ça, voilà, compte rendant, donc eux qui sont les comptes rendants, hein, nous les avons déclarés créanciers de la communauté de la dite somme de répétition, 6 livres, 10 sols, 11 deniers. Le tout, alors là c'est difficile à lire, mais c'est sauf. Je pense que là il s'est écrit comme ça, mais je pense que ça c'est erreur. De calcul, alors calcul c'est écrit d'une manière aussi assez bizarre. Calcul, voilà, avec alors fait en double, l'un sans apostrophe,
remis au greffe en un seul mot de la communauté, avec pièce, c'est difficile à lire, mais là c'est pièce. Alors, justificatibes, là on voit il y a un B. Et l'autre, alors l'autre c'est clos et arrêté avec la date. Voilà, une présentation peut-être un petit peu rapide de ce compte, mais maintenant que je suis dans ma ville de Metz à examiner tout ça, j'aurais une dernière requête à vous faire, c'est de bien vouloir, si l'envie vous en prend, apporter des corrections à mon exercice en me donnant des autres exemples d'audit croisé entre communautés voisines, en me parlant de la taille, de la capitation, des droits de pied fourchés, du droit de reculage. Je ne me suis pas étendu là-dessus, mais ça m'intéresserait de savoir si ces droits de reculage, droits d'alignement fonctionnaient d'une manière ou de l'autre. Savoir si on a dans ce texte le mot exature ou bien droit d'écriture. Connaître votre point de vue sur les techniques de rémunération des auditeurs à l'époque. Si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas, commentez, partagez. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.